commencer. La première table ronde d'aujourd'hui va parler donc de la place de la SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique, dans la littérature de jeunesse. J'ai avec moi 3 auteurs, autrices, allez on va y aller, pour parler de ce thème. La littérature pour la jeunesse et l'imaginaire vont souvent de pair, on en parle beaucoup, comme l'exemple principal reste Harry Potter qui est très connu, etc. Mais il y en a énormément. Et pourtant, on trouve pas tant d'ouvrages comme ça qui sont annoncés comme appartenant aux littératures de l'imaginaire. Quelle est la place de ces littératures de l'imaginaire dans la littérature de la jeunesse? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. On va d'abord présenter tout le monde. On commence par qui? Au pif. Allez Aurélie, tu commences. Aurélie Wellenstein. Bonjour. Aurélie Wellenstein, je suis auteur chez Magnard et Scrinéo. Chez Magnard, je suis plutôt pour un public à partir de 11 ans, 11 à 11, 13, 14. Et Scrinéo, c'est plus ado, à partir de 14-15. Voilà. Je parle un peu des bouquins. Oui, bien sûr. Au niveau des bouquins là, qui sont sur le festival, j'en ai 4. Le Roi des Fauves et Les Loups Chantants chez Scrinéo, des univers de fantaisie, la fantaisie sibérienne et de la fantaisie pour Les Loups Chantants et de la fantaisie plutôt nordique qui reprend les mythes nordiques, notamment du berserk pour Le Roi des Fauves. Et chez Magnard, La fille de Tchernobyl, qui est un récit historique avec une légère touche de fantastique. Je pense qu'on va en revenir sur la place de la SF dans ce bouquin-là. Et qui raconte la catastrophe de Tchernobyl et ses conséquences. Et Chevaux de foudre, qui est un roman historico-fantastique qui se passe dans une Rome antique de fantaisie. En fait, c'est une reprise des courses de chars, mais à la sauce fantaisie. Jeanne. Jeanne Bax, je fais de la jeunesse et de l'adulte en science-fiction. Encore que ces derniers temps, je me sois beaucoup consacrée à une série d'urban fantasy de SF avec des vampires rigolos dedans, mais là c'est carrément adulte parce qu'il y a plein de cul dedans. On en parle beaucoup en tout cas. C'est comme la vraie vie, on parle beaucoup de cul, on en fait très peu. Donc voilà. En jeunesse, je travaille à partir de 8 ans jusqu'au young adulte, donc presque au bord de la littérature adulte. Et là, je suis exclusivement science-fiction parce que pour moi, la SF, c'est la pédagogie du réel. Je quitte la formule à Robert Heinlein, sans la moindre honte. Et du coup, mon rapport avec les gamins, en tant que professeur, je le retrouve dans ma littérature. Donc, je fais la science-fiction forcément. Voilà. Donc là, j'édite essentiellement chez Nathan, chez Syros, en science-fiction, et depuis le départ, depuis 2009. Tous mes livres sont des bouquins de science-fiction chez nous. Voilà. Donc moi, je suis Nadia Coste. Moi j'écris uniquement en jeunesse, on y reviendra peut-être, mais chaque fois que j'essaye d'écrire un bouquin pour adultes, il finit en jeunesse, donc j'ai arrêté d'essayer. Maintenant je fais uniquement des bouquins jeunesse parce que c'est ce que j'aime faire, et très franchement c'est en fait ce que j'aime lire aussi, donc je lis beaucoup de littérature jeunesse, donc c'est pour ça que j'en écris. Moi j'écris pour les 8-12 ans et pour les 13 ans et plus, et les adultes qui lisent la littérature jeunesse. Donc voilà, donc deux tranches d'âge. Pour les 8-12 ans, essentiellement des plus petits formats, comme Ascenseur pour le futur, par exemple chez Syros, voilà, des séries un petit peu aventure, mais toujours avec une touche d'imaginaire, comme Les Yeux de l'Aigle chez Grune. Pour les plus grands, j'ai commencé avec une série en 4 tomes qui s'appelle Fédéline, chez Grune aussi. Donc là, pareil, plutôt pour à partir de 13 ans, mais sans limite haute au niveau de l'âge. Et puis chez Scrinéo, j'ai sorti donc le premier qui là est à partir de bien 15 ans, parce que
fait pas peur, mais il y a des scènes qui sont quand même dures, il faut avoir un recul au niveau de la maturité pour pouvoir l'apprécier, à mon avis, parce que c'est quand même pas facile. Donc bien 15 ans, mais on reste quand même dans des collections young adultes, ou en tout cas, voilà, pour les grands ados qui aiment le sang. Et puis l'Empire des Auras au Seuil à partir de 13 ans aussi, où là on a un peu d'éveil à la sexualité, ce qui fait qu'on ne le conseille pas forcément un petit peu avant, mais au niveau des réflexions et des thèmes qui peut être lu tout à fait plus tard. Moi je ne mets pas d'étiquette pour savoir si je fais de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique. Quand on regarde tous mes livres, on se rend compte que j'ai fait les trois. Pas forcément consciemment, je me suis pas réveillée un matin en me disant tiens, je vais faire un livre de science-fiction, tiens, cette fois-ci je fais du fantastique. Non, voilà, je travaille toujours dans l'imaginaire parce que c'est ce que j'aime lire et que voilà, j'ai cette impression de pouvoir mettre une loupe grossissante sur un point de la société et en parler autrement. Donc voilà, là je travaille beaucoup sur des choses qui se passent dans le futur, donc on est, si on veut mettre le label effectivement dans l'anticipation ou des choses comme ça, mais je n'ai pas de limite ni de barrière dans l'imaginaire. Donc, je fais de la littérature imaginaire dans son ensemble. Alors je vais rebondir sur quelque chose que Nadia a dit au tout début, c'était le fait qu'elle n'arrivait pas à écrire autrement que de la jeunesse, mais il y a un truc super curieux avec ça, c'est que dès qu'on a un héros ou un protagoniste jeune, aujourd'hui on colle le bouquin en jeunesse, alors que lorsque Alfred Bambock écrit À la poursuite des slams, le héros au début du roman, il a 12 ans. Et on le suit jusqu'à la fin. Il y a énormément de romans classiques de science-fiction qui commencent avec un ado ou un pré-ado qu'on va suivre tout le long du roman. Et si on regarde bien la saga Harry Potter, ça commence comme ça, mais finalement, le roman grandit en même temps que son protagoniste et ses lecteurs. La toute fin, d'accord, il n'y a pas de cul dans Harry Potter, mais c'est vraiment la seule chose qu'elle oublie. Donc, voilà. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que, en fait, moi, quand je vais écrire mon histoire, et c'est finalement l'âge du héros qui va faire que les éditeurs vont dire, bah, c'est un bouquin jeunesse. C'est pour ça que je constate que j'ai beaucoup de lecteurs adultes aussi, parce qu'en fait, les thèmes peuvent parler à tout le monde, mais l'âge du héros va classer ça en jeunesse. Je pense pas écrire différemment si c'était pour adultes ou pas. D'ailleurs, on m'a fait la remarque parce que j'ai écrit un roman d'horreur chez Scrinéo, un roman d'horreur à partir de 12 ans, et on me disait, mais comment tu as adapté la violence, tout ça, à un public de 12 ans, quoi, comment on gère ça? Moi, je ne savais pas forcément le faire avant, comment j'allais gérer le degré de violence. J'ai demandé à Arthur Ténard, qui est donc mon directeur collection chez Scrinéo pour cette collection-là, et qui m'a dit, mais tu n'as pas de limite, il n'y a pas de blocage, ça va être peut-être la sexualité, mais l'âge des héros fait qu'on est en jeunesse, ils peuvent absolument tout entendre à partir de 12 ans au niveau de la violence, parfois ils en sont très gourmands, donc je pense que je l'aurais écrit de la même façon si c'était un roman pour adultes, sauf qu'au lieu d'avoir une classe de 3e qui se fait massacrer à la Nouvelle-Orléans, ce serait un voyage d'entreprise. Mon premier roman adulte, enfin édité en adulte, et la nuance et l'importance, c'est Plagueis. À la base, je l'ai écrit comme ça, comme il est. Et lorsqu'il est arrivé à la Talente, Mireille Rivalon, mon éditrice, a longuement hésité entre la collection pour jeunesse, le Maèdre, ou du Sud, je sais plus. J'ai un trou, la dentelle, voilà, ça. Voilà. Et là, je suis fatiguée et la truffade était redoutable. Et je n'ai absolument pas pensé à un public cible. Mes protagonistes sont des adolescents, ils se cherchent, ils sont en train de changer, le monde est atroce autour d'eux. La toute fin est une espèce d'acmé terrible dont je ne suis pas persuadée qu'on puisse la coller dans un genre particulier. C'est juste cohérent avec l'histoire. Effectivement, là, comme tu dis, il y a de l'éveil à la sexualité, mais ils en parlent beaucoup et ils en font fort peu. Mais pour quelle raison? Pas tellement parce que c'est en jeunesse, en fait. Parce que la scène de cul, perso, elle ne m'intéresse pas. Ou, on va le dire autrement et plus modestement, c'est super compliqué à écrire une scène de cul. Soit on verse dans le gnangnan et la métaphore à la noix avec des flammes ou des arcs-en-ciel roses et
franchement, je ne les reconnais pas. Soit, et là j'ai essayé ça en adulte dans Alouette, on va dans le biochimique, dans le dur du cerveau. Et dans ce cas-là, il ne se passe rien de visible à l'écran, hein, parce que lorsque vous en êtes au niveau moléculaire, c'est pas spécialement érotique. Du coup, on peut aborder tous ces sujets en littérature de jeunesse. Au fond, je l'ai fait dans le Pixel Noir. Mais même ça, c'est pas un critère pour éliminer un bouquin de jeunesse. Donc, je pense que... Excuse-moi. Je pense qu'en fait, on est plutôt dans une littérature qui est classée pour aider les parents et aussi pour l'histoire de marketing. Mais pratiquement, les gosses, à partir de 12 ans, ils peuvent tout lire. Voilà. J'ai un peu le même ressenti aussi quand j'ai écrit Le Roi des Fauves. En fait, je l'avais pas du tout calibré pour un public adolescent. Enfin, j'ai écrit ce que je voulais écrire, quoi. C'est l'histoire, elle est sortie comme ça. Et après, c'est sur le chemin éditorial où ça s'est fait dans une collection young adulte, donc plutôt pour les jeunes. Les personnages ont 17 ans, donc je pense que ça rejoint aussi un peu ce qu'on disait. Et je vois au niveau du public des lecteurs, il y en a vraiment qui sont très jeunes. Il y en a qui l'ont lu à 13 ans, qui ont beaucoup aimé, qui m'ont dit ah j'ai adoré, tout ça. Moi j'étais un peu surprise d'ailleurs, je me suis dit wow, parce que c'est assez, ça déménage, hein, c'est assez violent pour des fois. Et vraiment ils ont beaucoup apprécié. Et ça va jusqu'à, c'est vrai qu'on a des lecteurs qui ont, enfin beaucoup hein, qui ont 25, entre 20 et 25. Donc voilà, le young adulte c'est une frontière vraiment très poreuse en fait, qui descend assez jeune et qui monte bas. Il n'y a pas de frontière autre. On va recentraliser sur la place de l'imaginaire maintenant, puisqu'on a fait une belle introduction à la littérature de jeunesse et sa place justement, la place des lecteurs surtout. En parlant des éléments justement de science-fiction, de fantasy, de fantastique que vous avez dans vos romans, est-ce que vous avez eu l'impression qu'on vous empêchait parfois de mettre ces éléments ou qu'on vous encourageait? Quelle était votre expérience là-dessus? Est-ce que la littérature de jeunesse est plus ouverte, on va dire, à la science-fiction, fantasy, fantastique que l'adulte par exemple? Alors moi ça dépend. Selon les collections, en fait des collections comme par exemple Au Seuil, où c'est quand même un éditeur généraliste, où du coup c'est pas labellisé avec un gros logo SF dessus, c'est moins grave que tout ne soit pas expliqué scientifiquement. On va dire l'éditeur n'était pas du tout à pousser pour avoir 4 lignes de formules mathématiques pour expliquer comment ça marche. Sur une collection comme chez Syros par exemple pour Ascenseur pour le futur, où là c'est une collection labellisée SF et connue pour ça, du coup c'est vrai que le biblio est plutôt du genre à vouloir que ça s'explique de façon scientifique, de façon assez claire. Maintenant, selon l'âge du public auquel on s'adresse, on n'est pas obligé d'expliquer autant, je pense, que pour certains adultes qui ont besoin, beaucoup d'enfants comblent ce qui leur manque en explication logique. Donc moi je rajoute pas d'éléments SF à tout prix. Pour moi c'est souvent un prétexte. Voilà. L'élément imaginaire est souvent un prétexte pour parler d'autre chose. On n'a pas besoin de savoir comment ça marche. L'important c'est voilà, on est dans un univers décalé, on est dans un univers différent, on peut voyager dans le temps. Ok, qu'est-ce qu'on en fait? Le fait que ça marche est anecdotique. Là Alors, je travaille avec le même éditeur que Nadia, à savoir Denis Guillaume. Et alors, il est curieux là-dessus, Denis, parce que c'est... Oui, explique, mais n'explique pas trop, quand même. Sinon, c'est chiant. Alors, en gros, je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Moi, j'aime bien expliquer. C'est un gros défaut de prof, encore une fois. Donc, notre relation éditoriale se situe entre... il me rabote beaucoup et je m'en glisse dans le dos. Hein, en gros, c'est un jeu. J'aime bien que les choses s'expliquent, mais pas forcément. Par contre, il peut, pas avec lui, hein, mais avec d'autres gens, pour notamment les voyageurs silencieux, on m'a fait un petit peu évacuer
quelques explications. Et on m'a dit, c'est quand même beaucoup plus poétique comme ça. Ça veut dire, moi j'entends, ça veut dire que j'ai évacué tous les éléments de science-fiction. Et ça m'agace un tout petit peu. Parce que pour moi, la SF, c'est pas un prétexte en fait. C'est pas un reproche. C'est un choix intime. Tu vois, typiquement, par exemple, sur la question de l'aura, moi, j'avais pas envie d'expliquer d'où vient l'aura, pourquoi on a une aura, etc. Ça me paraissait pas important. L'important, c'était qu'est-ce qu'on en fait, les questions de discrimination, etc. Et du coup, alors, on en avait parlé avec Denis aussi, qui disait il faut que tu expliques d'où vient l'aura et comment, voilà. Et alors que du coup, avec Thomas Leclerc du Seuil, lui, ça l'intéresse pas de savoir d'où vient l'aura. Il voit très bien. Oui. Voilà. Et du coup, selon la personne, tu expliques ou pas. Mais selon les thèmes, tu as besoin d'expliquer ou pas. Le problème on prend le côté poétique, imaginaire, qui t'emmène. Le problème de l'exposition est central dans la SF. Est-ce qu'on en fait trop, est-ce qu'on n'en fait pas assez, est-ce qu'on doit se raboter moi, c'est quand même mon mode d'expression. Et j'avoue que entre l'aspect politique, parce qu'il y a toujours un aspect politique dans la SF, pas forcément en fantasy, mais en science-fiction, c'est sûr. C'est vraiment mettre en lumière un détail d'aujourd'hui, pousser le potard au maximum pour montrer la logique dramatique, pas d'ailleurs, du truc. C'est un acte politique en soi, mais c'est ça qui m'intéresse en fait, quand je raconte une histoire. Donc, du coup, c'est pas un prétexte pour faire une métaphore. C'est plutôt pour travailler dans le dur, voilà. Mais une fois de plus, c'est encore un gros défaut de prof, je peux pas m'empêcher de raconter des trucs aux gens. Voilà. Alors oui, et toi, un petit peu moi je suis pas du tout dans le registre SF, donc c'est vrai que je suis plus en fantasy ou en fantastique, donc je suis pas dans des explications, plus je pense comme tu disais avec de pas expliquer l'exemple des auras, moi c'est un peu pareil. C'est assez drôle au niveau donc des deux éditeurs ou des collections, hein, comme vous disiez, il y a vraiment des colorations. Chez Scrineo, c'est une collection imaginaire, donc voilà, on est vraiment très libre de faire ce qu'on veut. Enfin, j'ai jamais eu de remarques à ce sujet de la part de mon éditeur. Chez Mania, en revanche, c'est vrai que je suis arrivée avec Chevaux de foudre, qui était un récit que j'ai voulu très fantastique. Il y avait même un côté un peu cyberpunk à la base. Dans la romantique. Donc c'était un mélange assez étrange, assez étonnant. Et donc Magnard, ils m'ont dit non, mais en fait ce serait mieux si tu ramenais plus à historique. Donc on a bossé ce point-là. Ce qui est resté en fait de vraiment fantastique, c'est les chevaux. En fait c'est des chevaux qui déchargent de l'électricité. Donc les chevaux, eux, sont des animaux fantastiques. Et le cirque où se passent les courses, bah, c'est le cirque Maxime à Rome. Et un cirque électrifié. C'est-à-dire que si les cavaliers tombent, ils se font électrocuter. Mais finalement, c'est les seuls côtés un peu modernes, un peu fantastiques qui sont restés dans le récit par rapport à ce que j'avais créé. Et on est voilà, avec l'éditeur, on est revenu à ça. Mais ce qui n'est pas plus mal en fait. Moi, j'étais assez contente de ce travail-là. Je trouve que ça fait un truc assez cohérent. Parce que moi, j'étais aussi partie peut-être dans mes fantasmes d'auteur. Enfin, j'avais un personnage qui avait des piercings en métal et tout ça, donc ça on les a fait sauter. Et donc je pense qu'avec le recul c'était plutôt pertinent. Mais voilà, Magnard, c'est un gros éditeur de littérature générale, donc ils sont peut-être aussi moins à l'aise avec la SFF. Et dans La fille de Tchernobyl, il y a un élément fantastique plutôt vers la fin. Et c'est vrai que ça, j'ai senti que ça les mettait un peu mal à l'aise quand ils m'ont dit « Est-ce que tu es sûr que tu veux le garder ?» Moi, je dis oui, oui, oui. Mais voilà, c'était... je dis pas qu'il a fallu se battre, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, ils m'ont posé la question clairement. Ils m'ont dit « Vraiment, est-ce que tu pourrais pas l'enlever ?» Et donc ça, j'ai posé mon veto. Mais c'est sûr que chez les éditeurs généralistes, la SFF peut les décontenancer, je pense. Et ils se disent, bah vraiment, est-ce que vous êtes sûr d'aller cette direction? Donc bah, nous qui sommes des auteurs d'imaginaire, moi je ne peux pas m'en passer en fait. Cet élément-là, c'est plus fort que moi, il émerge dans le récit. Après, j'aimerais bien écrire un récit blanche, et
enfin littérature générale. Je pense que ça va venir dans, peut-être pas l'année prochaine ou l'année d'après, mais c'est vrai que j'ai envie de me diriger là, vers ça. Je sais pas si jusqu'à présent, j'ai toujours été vraiment hantée par les dimensions imaginaires, et c'est ça qui m'a amenée aussi à l'écriture. De mon point de vue, la littérature blanche manque massivement, mais alors massivement, de méduses géantes de l'espace, donc c'est beaucoup moins drôle. Mais tu fais ce que tu veux. Mais il pourrait ressortir de tout ce qu'on dit l'impression pour les lecteurs qu'on est très très cadré par nos éditeurs. En fait, non. Ils lisent le texte et ils disent leur avis. Et on prend ou on ne prend pas. Hein. Le roi du jeu, là, c'est nous. Hein. C'est leur lecture et on tient compte ou pas des conseils. Hein. Faudrait, voilà, l'auteur reste décideur dernière limite. Je n'ai jamais vu que le moment où je dis non, ça ne passera pas, on aille par-dessus mon avis. Je me rappelle très bien qu'on s'est frité, mais à mort avec Denis sur une phrase de L'Enfant satellite. Qui est un petit roman comme ça, donc chaque mot compte, hein, là. Et alors, il ne voyait absolument pas l'intérêt que Sky-One dise je ne comprends pas pourquoi il y a moins de filles parmi nous, puisque tout ce qu'on fait, c'est pousser des moutons, et un doigt de fille, pour pousser un mouton, ça vaut un doigt de garçon. Et cette phrase-là, je voulais qu'elle y soit. Voilà. Et Denis, bon, ça sert à rien, t'as pas un propos féministe dans le bouquin. Non, j'ai pas un propos féministe dans le bouquin, c'est juste une réflexion du gamin. Mais j'ai voulu qu'elle y reste, et on est vraiment, on a tenu 15 jours là-dessus. On est doutés tous les deux, hein. Mais jamais il aurait coupé ma phrase sans me demander. Voilà. Et elle est restée, et j'ai eu raison, parce que chaque fois que je me suis retrouvée en classe à discuter de ce bouquin-là, chaque fois cette phrase-là, on me l'a ressortie, et on m'a dit, ça m'a beaucoup marqué. Donc je me suis pas fait faute à chaque fois d'envoyer un petit mail. Tu sais, Denis, on m'a encore posé la question. Comme quoi. Mais parfois c'est lui qui a raison. Oui, bien sûr. Il m'a fait réécrire totalement la mort d'une héroïne, parce que je m'étais démerdée pour pas la montrer. Voilà, parce que je supportais pas l'idée. Et il m'a dit non, là, ça va pas être possible. Ce qu'il faut bien garder en tête quand on parle de nos éditeurs, c'est que leur job, c'est quand même que le bouquin soit le meilleur possible. Voilà. Donc ils donnent leur avis de ce qu'ils pensent pouvoir permettre d'améliorer le roman. C'est vraiment un dialogue, on n'est pas dans une relation patron-employé, mais voilà, on accepte bien sûr qu'ils veulent améliorer le roman. Après, à nous de voir dans quelle direction on va aller avec eux ou pas. Et puis, je me doute que vous avez quand même, à la fois votre éditeur et vous, l'idée du public aussi, derrière, des lecteurs, un minimum quand même, pour savoir ce que vous allez garder ou pas. Et justement, je voulais vous poser la question, est-ce que lorsque vous écrivez vos romans, lorsque vous intégrez ces éléments de fantaisie, etc., vous pensez aussi à vos lecteurs ou pas? Moi, je m'en fous. Hein. Je tiens à dire tout de suite. C'est vous me prenez cash ou pas. Je veux que le bouquin soit le meilleur possible et je ne pense pas au lecteur qui n'existe pas. Le lecteur n'existe pas dans le sens où, comme il est unique, je vais pas. Je bosse pas pour le mass market et je l'ai jamais fait. Alors tant pis, ça ne fera pas de moi une star de la littérature de jeunesse, mais du coup, je fonctionne à l'envie, je fonctionne au désir, je n'écris que ce que je veux. Il a le public, c'est le boulot de mon éditeur, je pense. C'est comme c'est son boulot de choisir la couverture, le dessinateur, etc. Le marketing, c'est lui. Alors, éventuellement, il va me faire des réflexions pendant la correction sur ce thème-là, mais personnellement, c'est pas mon taf. Voilà. Mon taf, c'est de faire de l'art, et j'en fais. Voilà. Et l'art, c'est libre. Ça s'adresse pas, ça s'adresse pas à un hypothétique cœur de cible. Mais en plus, je pense qu'on peut se planter, parce que comme je disais tout à l'heure avec Le Roi des Fauves, et c'est pareil avec Les Loups Chantants, moi j'ai imaginé que c'était pour des grands, et finalement je vois qu'il y a des petits, des 13 ans, des 13-14 ans, qui vraiment apprécient leur lecture, et ça, ils sont fans de l'histoire, et
nous, on peut se dire, avec nos yeux d'adultes, oh mon Dieu, c'est tellement violent, ils peuvent pas, les âmes innocentes, il faut les protéger. Et en fait, eux, et puis c'est vrai que moi je me rappelle quand j'étais gamine, j'ai commencé à lire Stephen King, j'avais 13 ans, ça me plaisait beaucoup, quoi. Donc c'est vrai qu'on peut s'imaginer, peut-être avec nos regards d'adultes, d'être surprotecteur, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, qu'on peut aussi s'imaginer, ça sert à rien de cibler des choses, de toute manière, on va se tromper. Après, ça dépend tellement, c'est tellement individuel, subjectif, donc ça dépend vraiment du lecteur aussi. Je sais pas si c'est un bon calcul de vouloir s'adresser à un lecteur en particulier. Enfin, moi, voilà, comme Jeanne, je pense que j'écris vraiment comme je veux, au désir, et puis après, on voit, quoi. Alors moi j'y pense. En fait, j'écris le roman que je veux et essentiellement en général il s'adresse à moi quand j'avais 10 ans ou à moi quand j'avais... Voilà, c'est des livres que j'aurais aimé lire à ces âges-là, donc c'est d'abord des histoires qui m'intéressent moi, bien sûr. Par contre, il y a toujours un moment où je vais me souvenir des lecteurs que j'ai rencontrés pour cette tranche d'âge-là, en me disant qu'est-ce qu'ils ont aimé sur tel roman, qu'est-ce qu'ils pourraient aimer dans celui-ci. En fait, moi je suis venue à la lecture très tard. J'ai commencé à lire vraiment à 18 ans en rencontrant les littératures de l'imaginaire. Et ce déclic-là, je sais qu'il peut se faire à n'importe quel moment dans la vie. Et parfois, il y a des enfants qui ne sont pas très lecteurs parce qu'ils n'ont pas encore rencontré le genre qui les intéresse. On voit bien, dans les adultes, il y en a qui vont lire que du policier, il y en a qui vont lire que des romans d'amour. Quand on est petit, on ne sait pas forcément, il y a des gens qui vont lire de tout, mais j'en connais peu. En fait, finalement, quand on aime un genre, on va se plonger plutôt dedans. Moi, j'aime plutôt la littérature de l'imaginaire, mais il m'a fallu longtemps pour m'en rendre compte. Et pendant longtemps, j'ai cru que je n'aimais pas lire du tout, parce que je ne trouvais pas les livres qui m'intéressaient. Et une des choses qui me plaît le plus dans ce métier, c'est d'arriver à être le livre déclencheur d'un gamin qui n'était pas forcément lecteur, qui va lire ça, ça va lui parler, ça va lui plaire, et tout d'un coup, il va avoir envie d'aller peut-être plus loin, d'aller lire d'autres choses. Donc, ça, cette réussite-là, quand un parent ou quand un enfant me dit bah, « moi j'aime pas trop lire, mais j'ai bien aimé ton livre et tout », pour moi c'est une grande réussite. Donc j'y pense. C'est aussi pour ça que parfois j'essaye de garder un style simple, parce que la question c'est pas de faire des grandes phrases qui font en 3-4 lignes et on a juste l'impression d'être bête parce qu'il faut recommencer au début pour la comprendre. Moi j'aime pas trop cette sensation-là en tant que lecteur. Donc le style est simple, les émotions sont, si tout va bien, fortes, donc on se laisse embarquer par l'histoire, on oublie qu'on est en train de lire, et si j'ai fait ça, j'ai réussi. Donc je pense au lecteur pour ça, en disant, voilà, tu perds pas, j'écris pas juste pour les très bons dans la classe qui lisent très bien, j'écris pour les autres aussi, et tel petit gamin que j'ai rencontré en classe et qui m'a dit ça, qui m'a dit j'ai aimé ton livre alors j'aime pas lire, moi, voilà, ça me rebooste pour un moment. Je pense à eux aussi parce que là, j'ai eu des demandes très fortes d'enfants dans des classes dont un enfant en particulier qui était dans une situation familiale compliquée et qui m'a dit que son rêve à lui, c'était de trouver son prénom dans un livre. Il avait un prénom un peu original et tout, et j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Et il y a un des livres que j'ai écrit récemment qui n'est pas encore sorti, où du coup j'ai pensé très fort à lui. C'était un personnage qui avait une situation familiale compliquée. Et je me suis dit, ok, bon ben, toi tu vas avoir droit à ce prénom-là. Et j'espère que ce gamin, quand il lira ce livre-là, s'il le lit, il sera content. J'avoue que très égoïstement, comme j'ai fait beaucoup de rencontres avec Ascenseur pour le futur, j'ai eu beaucoup de dessins d'ascenseurs et d'ascenseurs en carton. J'en ai plein mon garage. Et j'avoue que j'ai écrit un livre avec... toujours sur le même livre avec cet enfant-là. Il y a une question très importante autour du dessin. Et mon héros dessine des chats. Et j'aimerais beaucoup avoir beaucoup de dessins de chats dans l'avenir. Donc c'est un objectif complètement conscient. J'ai écrit ce livre avec des dessins de chats pour que mes lecteurs me fassent des dessins de chats. Voilà, donc j'y pense. Je sais pas. T'as de la chance, moi j'ai plein de baleines. Comme quoi. Mais c'est pas un mystère non plus. Peut-être des chevaux. Alors, non, la prochaine fois, je pense que je vais avoir des licornes noires. Voilà, choisis ce que tu veux. Parce que j'ai fait un pari, j'ai fait un pari avec Denis Guillaume il y a longtemps. Je lui fourguerai des dragons. Le dragon, c'est quand même pas normalement un machin qu'on trouve dans la science-fiction. Je lui fourguerai des dauphins et je lui fourguerai des licornes.
en science-fiction. Et j'ai tenu mon pari, ça y est. Denis, chaque fois, m'a dit c'est pas possible, tu vas pas y arriver. D'ailleurs, la première version, il l'a pas voulu. Comme quoi, les défis des éditeurs, des fois, ça peut être un bon moteur. Et je vais revenir aussi à une autre question. Est-ce que pour vous, les lecteurs, la jeunesse, est plus sensible peut-être que les adultes aux éléments d'imaginaire dans ce qu'ils lisent? Alors, il y a un truc, je vais répondre à ta question, mais ça me fait penser à quelque chose qu'avait dit Aurélie auquel je voulais répondre. Protéger les enfants, c'est peut-être un souci, mais quiconque a mis les pieds dans une cour de récréation, c'est que les enfants ne sont pas innocents. Ce sont juste nous, sans les inhibitions. Et donc, parfois, ils sont pires que nous. Je me souviens d'une nouvelle, je crois qu'elle est de Ray Bradbury, je ne suis pas totalement sûre, qui raconte qu'un père amène son fils pour la première fois au jardin d'enfants, et quand il constate l'enfer que c'est, il prend tous les jours la place de son fils pour protéger justement son gamin des violences que les autres y subissent. Et c'est une nouvelle qui m'avait énormément marqué quand j'étais petite, et j'ai bien constaté que c'était exactement ce qui se passait en vrai. La violence des mots est terrifiante, mais elle est normale. Voilà, ça c'était... et la question c'était les éléments... pas forcément. Alors voilà, quand je suis en classe, moi, là pour le coup, j'ai des éléments qui ne sont pas de l'écrivain. Lorsque nous discutons des livres avec mes élèves, ce qui ressort, c'est qu'il y en a une très grosse partie, et essentiellement des lecteurs pas convaincus, qui vont te dire qu'ils préfèrent quand même que ce soit réaliste. Alors ils n'emploient pas ça, ils emploient un truc qui me fait hurler de rire, et un peu de rage. On préfère quand c'est vrai. Non, mon chéri, l'histoire de ta coiffeuse, même si elle est réaliste, elle n'a pas plus de réalité que l'histoire de l'Empire des Étoiles, qui est racontée dans les livres d'à côté. Il ne faut pas confondre réalisme et vérité. Voilà. Mais ils ont tendance à préférer un environnement familier parce que, finalement, la littérature de l'imaginaire, c'est quelque chose de complexe. Tout à l'heure, Nadia disait, le lecteur fait le boulot pour combler les trous. L'effet sirop d'érable, c'est-à-dire le sirop qui s'étale sur le pancake pour faire boucher les trous, en fait, c'est un super exercice mental. Lorsque la littérature de l'imaginaire, elle est extrêmement exigeante avec son lecteur. Donc, lorsque le jeune lecteur tombe là-dessus, il peut très bien ne pas avoir envie de faire l'effort. Je ne suis pas du tout persuadée que ça soit plus facile. Alors, en revanche, dans le set des gros lecteurs, il y a énormément de lecteurs imaginaires. Ça ne loupe pas. Le tiers de la classe qui va être bon lecteur, eh ben, la moitié, voire les trois quarts, ils ne liront que de l'imaginaire. Parce que justement, c'est parce que comme tu disais, c'est peut-être justement à cause de cet exercice mental. Et c'est ça. C'est un défi. Voilà, c'est un défi. J'ai en quatrième des gamines de 13 ans qui lisent Robin Hobbes. Oui. Voilà. Et Olivier Paquet. Ma fille est de celle-là. Je vois très bien. Oui, en fait, moi j'ai constaté que plus on avance vers l'âge adulte, plus les lecteurs ont besoin de descriptions. Non pas parce que les enfants n'aiment pas les descriptions, mais parce qu'ils en ont moins besoin, vu que leur imaginaire est encore suffisamment fertile pour qu'eux-mêmes décrivent les personnages comme ils l'imaginent dans leur tête. Un enfant n'a pas forcément besoin qu'on lui décrive physiquement, alors que eux-mêmes, quand ils vont faire un exercice d'écriture, ça va être la première chose qu'ils vont marquer. Il fait 1m62, il est brun avec des yeux bleus. Voilà, mais alors que quand ils vont lire, eux, ils vont se faire leur représentation mentale du personnage, comme nous, mais sans avoir besoin qu'on leur décrive vraiment les paysages, on leur dit très peu de choses, ils voient tout. Parce que, je ne sais pas si c'est encore cultivé quand ils sont petits, plus ils sont petits, plus ils ont l'imaginaire, pas tous, il y a des enfants qui ont très peu d'imagination, mais il y en a qui ont quand même une imagination très riche, qui vont jouer, vous inventer des mondes, voilà, et cette imagination-là, je ne sais pas ce qui fait que petit à petit, certains ne s'autorisent plus à la faire marcher, et petit à petit arrivent à l'âge adulte où ils ont besoin qu'on leur explique vraiment en détail tout le paysage qu'ils sont en train de voir pour pouvoir le voir vraiment. Donc voilà, je le constate, je ne l'explique pas, mais en tout cas je sais que
il y a moins besoin de descriptions précises, vraiment très longues. Quand on est dans la littérature jeunesse, plus on va vers les petits, moins on a besoin de décrire beaucoup. Non pas parce qu'ils ne sont pas capables de lire les descriptions ou les comprendre, mais parce qu'ils n'en ont pas besoin. Moi j'ai pas trop de recul là-dessus, donc je sais pas, quand j'ai fait encore assez peu d'interventions de rencontres scolaires en classe, et c'est vrai que c'était pas, on n'a pas vraiment parlé de ça en fait, on parle plus, au niveau, pour chevaux de foudre, on parle plus des chevaux, d'équitation, et c'est vrai que finalement on a plus peut-être des éléments réalistes que les éléments fantastiques, mais peut-être aussi parce que ça paraît tout à fait naturel que les chevaux soient électriques, voilà. Donc oui, c'est vrai que c'est pas forcément un sujet que j'aborde avec eux, la dimension imaginaire. Par contre, on retrouve aussi chez les jeunes la même chose que chez les adultes, c'est-à-dire des lecteurs qui vont dire « je n'aime pas la science-fiction » alors qu'ils n'en ont jamais lu. Et quand est-ce que vous allez écrire un vrai livre? Oui, voilà, c'est ça. Et c'est tout à fait ce que je leur dis la même chose que toi sur la différence entre réel et réaliste, vrai et vraisemblable. Sur le fait, à ce moment-là, je leur dis mais tous les personnages que tu lis dans n'importe quel livre ont été inventés par quelqu'un, donc tu lis toujours de l'imaginaire. Il faut lire le journal alors. C'est toujours un peu romancé. Voilà, même les autobiographies sont toujours un petit peu romancées. Donc ils lisent de toute façon l'imaginaire, sauf qu'il y a certains qui ont besoin de se raccrocher plus au réel et d'autres moins. C'est pour ça que c'est intéressant de voir le travail qui est fait en médiathèque ou au CDI ou des choses comme ça qui leur proposent des genres très différents, qui leur montrent que finalement, c'est marrant comme quoi ils te regardent des films qu'ils ont vus dernièrement, c'était tout l'imaginaire. En fait. Ils disent qu'ils aiment pas ça, mais c'est marrant, hein, j'aime pas la science-fiction, mais j'ai adoré Star Wars. Voilà, les Marvel, c'est trop cool, mais alors moi, je lis que des réalistes. Voilà. Ah, pour revenir sur le réalisme des journaux, il n'y a qu'à regarder de quelle façon sont décrites les manifestations. Soit, il y a le nombre déjà, des gens dans la manif, et alors, il y a les blessés qu'on met en lumière. Hein. Soit on parle des malheureux policiers qui en ont pris plein la tronche, soit on parle des manifestants. Mais c'est jamais c'est la même histoire, mais c'est réaliste. Mais tout est question de film, voilà. Sinon, je connais parce que on a tout abordé plus ou moins. On est dur avec. Il n'y a pas de problème. Non, ce que je voulais revenir en fait sur le côté toujours jeunesse bien sûr, c'est comme tu disais l'histoire des films etc. Au final, les lecteurs sont quand même baignés et les non-lecteurs baignés dans l'imaginaire sans vraiment s'en rendre compte. Et est-ce que quand vous êtes en salon comme ça, vous avez le droit au lecteur justement qui dit non mais moi je lis pas de SF, etc. Et est-ce que ça se retrouve beaucoup chez les jeunes? Est-ce qu'au final, Jeanne, toi qui es aussi d'adulte, tu arrives à voir si c'est plus fréquent côté jeune, côté adulte? Est-ce que cette labellisation en fait du genre du bouquin, est-ce que c'est un thriller, est-ce que c'est de la SF, etc. On a aussi le problème en jeunesse, parce que c'est vrai qu'en adulte, on voit bien que beaucoup d'adultes dénigrent les littératures d'imaginaire, et c'est pas très connu du grand public, à part avec les films, mais au côté bouquin, ça reste un peu plus fermé. C'est justement tout le problème, c'est qu'ils connaissent que les films, à quelques exceptions près, sont des bêtises sombres et navrantes, et alors du coup, ils s'imaginent que les livres, c'est pareil. Et on ne peut pas leur en vouloir, sauf à les taxer d'effet de la série et leur dire faites un effort quand même. Sauf que faire un effort, c'est toujours un peu compliqué. Si on regarde les scénarios des derniers blockbusters américains de l'SF, mais il y a de quoi s'arracher les cheveux. Ils ont même réussi à rendre les Avengers ennuyeux. Et pourtant, le seul moment où j'ai bien ri, c'est quand il y avait l'araignée de 15 ans qui faisait des blagues. Et franchement, dans tout un film, c'est un peu ennuyeux le côté scénaristique navrant. Donc, il n'y a pas de raison que les adultes qui ne lisent pas de SF ne s'imaginent pas qu'elle est autre chose que ce qu'on leur montre. Voilà. Et tout le genre en maléficie. Pour un Moon, pour un 2000 heures l'Odyssée de l'espace, pour un Blade Runner, il y a 250 Avengers, et voilà. Ouais, moi je pense que la SF a aussi cet a priori très négatif pour les gens, que c'est compliqué. C'est des vaisseaux spatiaux, c'est des formules, voilà. Ils ont peut-être en imaginaire collectif, en tout cas, une vision de l'ASF figée dans les années 70,
Le truc avec la fille du professeur un peu bimbo sur la couverture à qui on va expliquer la formule pour du missile et des trucs. Et pour eux, ça leur parle pas du tout. Ils ont cette impression, voilà, c'est compliqué, c'est des formules, c'est voilà. Et ils sont pas forcément curieux de se dire, mais non, c'est pas ça. Ils restent sur un a priori, comme ça en disant l'ASF c'est ça. Moi, j'aime pas l'ASF, mais par contre, j'ai adoré Avatar. Ouais. Et c'est compliqué. Bah, moi j'ai pas eu tellement la question là, c'est peut-être parce qu'on parle pas SF science-fiction avec moi. C'est vrai que moi avec les lecteurs, je pars plus sur la dystopie quoi. Et ça il y a quand même moi je trouve des très bons bouquins qui sont sortis et qui nous portent au niveau de la littérature de l'imaginaire, c'est tout ce qui est Hunger Games, le labyrinthe, là j'ai lu la 5e vague, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que moi on renvoie beaucoup ça en tout cas en influence. On dit mais qu'est-ce que vous lisez? Moi je lis de la dystopie et tout ça. C'est très bien pour les Grecs et les gens aiment ça, ils sont plutôt sensibles. Donc moi j'ai jamais eu le cas bah non moi l'imaginaire j'aime pas ça, mais c'est peut-être voilà parce que moi je ramène ça sur plutôt le terrain de la dystopie et du young adulte. Et puis tu es peut-être jeune et tu n'as pas été en salon blanche. J'ai fait quelques généralistes et juste ça a marché. D'accord. Ouais. Moi c'est en généraliste, moi j'ai pris ça. Cela étant, je note un paradoxe qu'on vient de mettre en lumière, c'est que d'un côté, l'ASF maléficie d'une image, disons c'est pour les crétins, mais en même temps, c'est trop compliqué. What the fuck? Faudrait savoir les mecs. C'est vrai qu'on sur la littérature d'imaginaire, au niveau des couvertures, on le cache pas. Je veux dire, on voit très facilement que si c'est un bouquin de fantasy ou pas, au niveau des couleurs, hein, c'est une des raisons qui nous différencie aussi de la littérature blanche, c'est que nous on a des couvertures très colorées. Si on a un dragon, ça se voit tout de suite, quoi. Et effectivement, sur des salons généralistes où on a parfois des parents qui voient les couvertures de loin et qui attirent l'enfant pour l'emmener un peu loin en disant non, pas ça. Non, ça c'est pas de la vraie littérature. Donc on le ressent, soit l'influence des parents, en disant, de la même manière des parents qui se désespèrent parce que l'enfant ne lit pas, il ne lit que des BD, mais il lit. Voilà, voilà, oh mais quand même j'aimerais bien qu'il passe à autre chose que la littérature d'imaginaire. Pourquoi? C'est ça qu'il aime. Enfin, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas une graduation comme ça en disant la littérature d'imaginaire c'est pour commencer, puis après quand on est un vrai lecteur on peut passer à des livres compliqués ou à des livres de littérature blanche parce que quand même c'est mieux. Enfin voilà, ce que tu disais sur t'as envie d'écrire un livre de littérature blanche un jour. Moi je me rends compte que plus j'avance dans ma carrière d'écrivain, moins j'ai force. Enfin, à certains niveaux j'ai très peu d'éléments imaginaires, petit à petit j'en ai de moins en moins, je me dis peut-être qu'un jour j'en aurai plus du tout, mais c'est pas un objectif que je veux atteindre à tout prix en disant un jour, de la même manière que je ne me fixe pas l'objectif, un jour j'écrirai un roman pour adultes comme si c'était mieux qu'un roman pour enfants. Voilà, c'est pour moi cette hiérarchie qui peut être dans la tête de beaucoup, en disant voilà, on commence par la littérature jeunesse puisqu'on est un enfant et après on lira de la littérature adulte et quand on lit encore de la littérature jeunesse alors qu'on est un adulte, peut-être qu'on n'a pas assez évolué, je sais pas. Alors que non, enfin voilà, il y a des choses très très riches dans la littérature jeunesse et même en adulte, on peut trouver beaucoup de choses intéressantes à voir. Non, mais c'est pas un objectif que je me suis fixé. Si à moi, en fait, c'est quelque chose qui émerge, tu vois, en moi. Donc, je pense que c'est un cheminement qui est différent. Mais c'est pas forcément réfléchi. Je me suis dit, ouais, je vais faire ça parce que c'est plus sérieux. Il ne faudrait pas oublier qu'on est des artistes, mais non. Donc, on va avec les tripes aussi. Et que ça soit en jeunesse ou en adulte, c'est bien pareil. Ça me fait penser à ce qu'on dit aux novellistes, les gens qui écrivent des nouvelles, à qui on demande quand est-ce que tu vas écrire un roman? Juste pas, j'écris pas de roman, j'écris des nouvelles. Je ne suis pas romancier, je suis novelliste. Voilà, je suis novelliste. C'est comme si on allait voir un sculpteur et qu'on lui dise quand est-ce que tu vas nous faire, je sais pas moi, un vrai livre? C'est du même tonneau. On demande aux gens de ne pas être ce qu'ils sont. Là, pour le coup, c'est un peu délirant aussi. Le minaret a recommencé. Je pense que ça va sonner le glas de notre table ronde. J'espère que ça vous aura plu. On a bien balayé le sujet, je pense. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez poser des questions sur cette place de SFFF en jeunesse? Apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas. N'hésitez pas à aller leur poser des questions sur les stands et à faire un tour. Et je vous dis à tout de suite bientôt.